Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de l'économie expliquée par mon père avec un Charles très dissipé et un Daf qui a décidé qu'il fallait qu'il sente absolument tous les recoins de la pièce. Mais peut-être qu'un autre chien est venu dans cette pièce, non? Peut-être que Taco est venu? Non, Paco n'est pas venu. Que Paco, c'est un petit teckel à poil long qui est très mignon. Oui, c'est le chien d'Adriana. Qui traîne dans les bureaux de temps en temps, mais pas assez à mon avis. Oui, pas assez, mais je l'ai vu hier. Dans mon quartier, il était très mignon. Voilà, alors aujourd'hui, nous avons décidé de faire parler Charles de cette grande question que vous vous posez tous les matins en vous réveillant, qui est comment définit-on le PIB, le produit intérieur brut? Alors, c'est un sujet un petit peu difficile à introduire. Alors en amont, avant que tout le monde ne tombe dessus dans les commentaires, je tiens à dire que j'ai forcé, parce que moi je l'avais déjà vu, Charles a regardé la vidéo qui était très informative de Tatiana Ventose. Très bien. Et je dois dire que tu n'as rien eu... parce que j'ai dit, essaie de la regarder en amont, vois si tu as des choses à relever. Tu as trouvé que tout était bien construit et bien fait. Bien fait, on peut tout à fait la regarder, c'est bien documenté, c'est très bien. Voilà, donc... Ce qui fait qu'il m'arrive d'arrêter de dire du mal des autres. On dit du mal, je vais te dire, on ne dit du mal que des gens du gouvernement la plupart du temps. Il est rare que je dise du mal, qu'on dise du mal d'autres... Non, des gens... parfois, il nous arrive de dire du mal de grands esprits comme BHL ou Minc ou des gens comme ça, mais... c'est du gouvernement, ça. Oui, c'est pas faux. C'est du gouvernement depuis Mitterrand. Depuis Mitterrand. Et on voit les résultats après 40 ans. Et on voit les résultats tous les jours. Oui. Tous les rapports Attali qui nous ont mis dedans avec une progressivité intense. Et c'est Attali qui nous a amené le président actuel, parce que c'est lui qui avait nommé ce bon Macron comme secrétaire général du rapport Attali. Je ne sais pas si tu te souviens. Oui. La commission Attali. Moi, c'est une... alors, je ne vais pas lui rendre justice parce que je n'ai pas de mémoire, mais c'était cette citation de Revel qui disait à propos d'Aleminck, il y a deux façons d'être un intellectuel en France. L'un est de ne se tromper jamais, c'est Raymond Aron, et l'autre art qui demande un effort de constance et de valeur morale et de se tromper absolument tout le temps, surtout, et c'est Aleminck. C'était très bien. Ils étaient tous les deux normaliens. Oui, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a fait des études qu'on est automatiquement idiot. Et l'inverse aussi. Voilà. Et c'est pas parce qu'on n'a pas fait d'études qu'on est idiot. Mais ça, je l'ai souvent dit. Oui, ça tu l'as souvent. Alors aujourd'hui, donc revenons, concentrons-nous sur cette notion de PIB. Alors le vrai problème, c'est que quand est-ce qu'on a commencé à mettre en place cette notion idiote qui quand même additionne des poires et des fromages. Alors ça, c'était un économiste d'origine russe, qui s'appelait Leontiev, qui a eu le prix Nobel pour ça. C'était un peu l'idée de faire une espèce de tableau des entrées et des sorties. Et ça remonte très loin, ça remonte aux physiocrates. C'est les premiers qui ont fait ça, donc on parle de 1760 par là. Et qui avaient commencé à faire un tableau des entrées et des sorties, et qui en était arrivé à la conclusion qu'il y avait que l'agriculture qui créait de la valeur, parce que l'industrie n'avait pas encore commencé, quoi. Bon, en fait, c'était un premier tableau des entrées et des sorties. Donc, l'idée, c'est que tu mets tous les entrants, tous les sortants, et puis tu revois ce qui reste au milieu. Et puis voilà, ça te donne une idée de la structure de l'économie. Bon, c'est pas une mauvaise idée. Le problème, c'est que vous avez des entrants et des sortants qui sont des prix de marché. Je sais pas, les vendeurs de chaussures, bon, ils font rentrer du cuir, du travail, etc. Puis à la fin, ils vendent des godasses. Et puis, ils gagnent de l'argent, ou ils en perdent. Donc, ils créent de la valeur où ils bouffent du capital, quoi. Donc, ça va très bien. Et donc, il y a toute une partie de l'économie qui est orientée sur des prix de marché. Alors, qu'est-ce que c'est un prix de marché? Tout le monde comprend. Vous allez à une vente aux enchères, ou à un marché, là, où il y a des gars qui vendent des carottes et des poireaux. Et puis, bon, vous achetez ces carottes et ces poireaux, vous pouvez discuter le prix, et puis ensuite, quand le prix est arrêté, tu donnes de l'argent d'un côté, et puis tu prends le produit de l'autre. Et ensuite, on calcule combien le producteur de poireaux a fait sur son poireau, et tu rajoutes ça à la richesse créée dans le système. Et puis, un peu plus loin, si celui qui achetait les poireaux, c'était un restaurateur, il va faire des poireaux au vinaigre en entrée, on verra combien il a gagné, tu enlèveras le prix du truc, tu rajouteras le sauce, etc. Et puis à la fin, tu arriveras à ce qu'il a gagné de l'argent en vendant ses poireaux. Bon, tout ça, c'est assez compréhensible. Donc, il est très intéressant de savoir, quand c'est fait comme ça, combien
va au capital, combien au travail, combien... Oui. Donc tout ça, ça permet combien va au salaire, ça permet de mieux comprendre... Tu ventiles. Tu ventiles, tout ça. C'est un peu comme la comptabilité en partie double. Tu rentres d'un côté, tu sors de l'autre. Et à la fin, tu as l'âge du capitaine, c'est très bien bon. Mais sait-on quand est-ce que la baignoire va être remplie? Voilà, c'est la vraie question, ça, c'est la vraie question. Mais alors, le vrai problème, c'est que bon, au 19e, ça marchait très bien parce que l'État faisait à peu près, mais ça n'existait pas au 19e, parce que Léon Thief, c'était dans les années 45-50. Hein, d'accord. Même avant. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand il y a des trucs qui s'échangent et qui ne sont pas des prix de marché? Qui sont des prix administrés, qui sont des prix décidés par l'État, par exemple la Sécu, l'éducation. Alors, attends, le vrai problème, à la source, c'est, rappelons quand même, l'addition dans un produit intérieur brut, dans ce PIB, des richesses créées par le secteur privé et des soi-disant richesses créées par le secteur public, sachant que le secteur public, par essence... sa rémunération ne vient que de nos impôts. Donc, a priori, il n'y a pas de création de valeur, de façon schumpeterienne, du secteur public. Et il n'y a pas de possibilité de faillite. Voilà. Donc, on additionne quelque chose qui est en fait, qui ne croît que par une redistribution, et l'autre qui est véritablement une création de valeur, puisqu'elle est entrepreneuriale. Voilà, exactement. Et parce qu'en plus, elle est volontaire. Parce que, je demande aux Français qui nous écoutent, il n'y en a pas assez d'ailleurs. Il y en a déjà pas mal, mais oui, vous pourriez faire un effort. Donc je dis ça rigolant. Mais si vous voulez, c'est que il faut essayer par exemple de dire je ne veux plus être à la sécurité sociale, je vais prendre une assurance vie, une assurance santé chez AXA, et voyez le succès que vous allez avoir avec le gouvernement. Donc il y a toute une partie de l'économie où c'est le gouvernement qui a le monopole de la violence légitime, qui vous dit vous n'avez pas le droit d'acheter ce produit autrement que par moi. Et c'est moi qui détermine le prix. Et alors à ce moment-là, tu ne peux pas déterminer la valeur, puisqu'il n'y a pas liberté. Il n'y a pas de liberté. C'est une discussion qu'on avait eue effectivement déjà, par exemple à propos de l'école, à propos du chèque éducation. On pourrait imaginer effectivement un monde comme en Suède, dans lequel on se dirait, voilà, nous sommes tous d'accord pour collectiviser, mutualiser le coût de l'école. C'est-à-dire qu'on est tous d'accord pour dire, d'abord, première question, est-ce que tous les enfants doivent avoir une éducation ? Oui, tout le monde. Est-ce que cette éducation doit être de bonne qualité ? Et payée par des impôts collectifs. Et payée par des impôts, oui. Est-ce qu'elle doit être faite par des fonctionnaires qui ne répondent qu'à l'État ou à leurs syndicats et pas aux parents d'élèves ? Ça se discute. Ça se discute. Donc, ce qu'avait proposé Milton Friedman, on boit un coup, allez. Il faut faire une tasse avec Milton Friedman, on boit un coup, c'est ce que disait un des gars. On va s'en occuper à la rentrée. À la rentrée, c'est ce que disait un des gars, il faut faire une tasse, buvons un coup. Ouais. Ça me paraît très bien. Et donc, à ce moment-là, on donne à chaque famille des tickets d'éducation qui présentent à l'école de leur choix. Voilà. Et il y a une liberté d'établissement des écoles. Et il y a un truc qui est vachement drôle qu'on voit en Suède, c'est que les meilleures écoles, on le voit parce que autour, le prix de l'immobilier grimpe. Parce que les familles disent je vais aller à la bêtise que cette école. Et le ticket est distribué à partir des impôts locaux. Ah aussi, c'est bien ça. C'est-à-dire que la municipalité peut décider, comme elle veut plus d'écoles, de distribuer plus de tickets. Et à ce moment-là, il y a plein de... C'est pas Paris qui détermine, c'est Auch ou Carpentras, quoi. Mais oui, et c'est vachement bien parce que tu peux aussi... c'est une façon aussi pour les professeurs de se pousser du col parce qu'ils se disent si j'ai des super résultats avec mes étudiants aux examens, ça va se voir, puisque ça va se voir sur l'immobilier. Il sera augmenté. Et puis, j'aurai aussi de meilleurs élèves, puisque les meilleurs élèves vont vouloir venir ici. Donc, c'est plus... Et la ville est très contente parce que l'immobilier montant, ils touchent plus de taxes d'habitation. Voilà. Et donc, c'est un cercle vertueux qui se met en place. Alors, revenons sur notre PIB. On vire aussi tous les mauvais professeurs et toutes les mauvaises écoles qui, comme personne n'a de ticket qui leur présentait, ils partent en retraite progressive. Ils vont faire autre chose. Ouais. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des gens qui vont... Ceux qui sont dans l'éducation, c'est ceux qui veulent vraiment enseigner, qui ont une espèce de vocation pour ça, et non pas des gens qui y vont parce que ça donne beaucoup de vacances. Alors, autre chose sur le
sur cette notion de PIB, c'est la somme des valeurs ajoutées produites dans une économie. Voilà, donc alors là, c'est la définition officielle. Donc, pour mesurer le PIB du secteur privé, c'est pas difficile. Mais alors, pour mesurer le PIB alors, c'est pas difficile, public, mais dis-nous comment tu fais. Tu prends la comptabilité de Gafcal, allez. Oui. Combien on a payé de salaire, tout ça, pouf. Et puis à la fin, on a un profit ou une perte. Et c'est cette profit ou cette perte, d'une façon générale, c'est la valeur ajoutée qu'on a créée, quoi. Nous, on n'a pas d'amortissement parce qu'on n'a pas des usines, mais sinon, il faudrait rajouter dans les coûts de l'amortissement, etc. Mais tu as un peu d'amortissement sur des ordinateurs, des choses comme ça, sur 5 ans. Mais ça change rien, oui. Ouais. Donc, à ce moment-là, ce qu'on a créé comme valeur ajoutée, c'est la différence entre les revenus et les coûts. Et les coûts. Voilà, grosso modo. Ça peut oui, être un peu plus complexe. Oui, parce que vous n'êtes pas de l'industrie, donc il n'y a pas de... Il n'y a pas d'industrie. Bon, c'est avantage d'être dans le service. Voilà. Et ça fait qu'on a une valeur ajoutée qui est égale, à peu de choses près, dans une activité de service, à nos profits. Bon. Alors fais attention, parce que là, je sais qu'il y a 4-5 débiles qui vont arriver en disant « Ouais, les salaires, c'est des valeurs ajoutées, vous ne devez pas créer... » Voilà. On parle de valeur ajoutée, de création de richesse. C'est ce qui reste une fois que vous avez fait... dépenses moins coûts. C'est pas vraiment les profits, je sais, il y en a qui vont m'expliquer. Enfin, j'essaie d'expliquer de façon on essaie d'expliquer de façon, parce qu'il y a des comptables qui arrivent et qui te disent non, la valeur ajoutée, c'est pas ça, la vraie valeur ajoutée, c'est salaire plus, machin. Voilà, on s'en fout. C'est le principe qui compte. Donc, pour le secteur privé, c'est très facile. Mais alors, quand pour le secteur privé, vous prenez l'instituteur. L'instituteur, je sais pas, vous en avez par exemple. Ça, c'est mon téléphone qui sonne, j'aurais dû... Habilement, tu as oublié de l'éteindre. Habilement, j'ai oublié de l'éteindre. Sommes-nous surpris, pas vraiment. Donc, je reviens à mon instituteur. Vous avez, par exemple, l'instituteur qui a découvert Camus au lycée d'Alger, qui s'appelait Monsieur Germain. D'ailleurs, honnêtement, si un jour vous voulez lire quelque chose d'admirable, vous lisez la lettre que Camus a écrite à son instituteur quand il a eu le prix Nobel, quand Camus a eu le prix Nobel. Et vous lisez la réponse de Monsieur Germain. C'est l'une des plus belles choses que j'ai lues dans ma vie sur la relation entre un enfant et son maître et l'enfant, etc. C'est admirable. Bon, je vous dis ça en passant. Donc, arrête, tu vas me faire pleurer. C'est le genre de choses tu me fais pleurer. Lui, voilà un instituteur qui a transformé probablement toute des générations d'étudiants à Alger. Et donc il avait une valeur ajoutée qui était invraisemblable. Et c'est pour ça que l'éducation est une chose admirable. C'est quand on la fait bien, c'est quand même le plus beau métier du monde. Il n'y a pas de photo. Donc l'éducation, c'est merveilleux. Éduquer les autres, transmettre ce qu'on a, c'est une question de transmission entre générations. Il n'y a rien de plus beau. Et puis vous avez des gars qui font ça parce qu'il faut avoir il y a beaucoup de vacances ou j'en sais rien, ça tombe bien, et qui n'ont pas cette espèce de feu sacré de l'éducation, mais qui traînent dans l'éducation, qui font pas du bon boulot. Tu sais aussi ce qui arrive, c'est malheureux, on leur donne plus les moyens, et ils arrivent tout feu tout flamme, jeunes, en disant je vais transmettre, et puis devant le manque d'incentive quelque part, de prise en charge, de relais et de moyens. Et il faut aussi que les familles soient très sensibles à cet effort que font les autres pour éduquer leurs enfants. Donc il faut quand même que les familles aient une espèce de participation à l'école qui est très forte. Donc si les familles sont pas intéressées par l'école, ça devient décourageant très vite, quoi. Donc l'éducation est une des choses les plus compliquées du monde. Bon, mais ces gens-là, quelle est leur valeur ajoutée? On sait pas la calculer. On ne sait pas la calculer pour M. Germain, mais on ne sait pas la calculer pour celui qui prend des congés de maladie tout le temps. C'est pas qu'on ne sait pas, c'est que par essence, elle n'est pas calculable. Elle n'est pas mesurable, parce que c'est plus une valeur qui a lieu dans le marché. Mm-hmm. Tu vois, c'est une valeur qui se passe complètement en dehors du marché, qui est une valeur... Mais ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas, hein. Mais ça, on ne sait pas la mesurer. Et donc, on s'est battu et on s'est dit, bon, on va coller... on va dire que tous ceux qui travaillent dans des secteurs non marchands, leur valeur ajoutée, ça sera les salaires qu'on leur verse. Mais c'est complètement corneau parce qu'il n'y a pas de prix. Donc, d'un côté, tu as une économie de marché et de l'autre côté, tu as une économie
allez, on peut l'appeler soviétique, allez. Vous savez, je dis toujours qu'il n'y a que deux sortes d'économies, il y a que deux sortes de systèmes. Il y a la main invisible d'Adam Smith ou le grand coup de pied dans le derrière de Staline. C'est ma vieille blague. Ça aussi, c'est une tasse. Oui. Ça aussi, ça doit être une tasse. Oui, ça aussi, ça doit être une tasse. Oui, ça aussi, il faudrait faire une tasse comme ça. Et si vous essayez de mesurer la valeur créée par les deux, comme la détermination de la valeur, dans un cas, c'est autoritaire par le gouvernement et dans l'autre, c'est que des décisions libres entre deux individus majeurs et vaccinés, si vous les additionnez tous les deux, vous arrivez à un truc qui veut rien dire, quoi. Alors, revenons à notre chère Suisse. La Suisse, la partie mesurée comme ça, elle est à 30% du PIB depuis toujours. Enfin, depuis que je la regarde, c'est-à-dire ça va faire 40 ans, quoi. Sous De Gaulle, la France était à 30% de dépenses étatiques en pourcentage du PIB. Et maintenant, on est à 60%. Et la Suisse, on était à 30%, on est toujours à 30%. Donc, dans la mesure où la part de secteur étatique ne monte pas, on peut penser que les calculs sont à peu près justes. Oui. Tu vois, dans les calculs économiques, ce qui compte, c'est pas tellement la mesure d'aujourd'hui, c'est la variation de la mesure. C'est ce qu'on appelle la marge, le truc à la marge. Bon, si les impôts prennent 30% de la valeur ajoutée créée dans le système et que ça reste à 30% jusqu'à la fin des temps, la dérivée première de quelque chose qui reste à 30%, c'est zéro. Donc, ça n'a pas d'impact. C'est normal. Mais si le truc à 30% monte à 60%, ce qui veut dire que ça pique du pognon, la partie étatique pique de plus en plus de pognon à la partie non étatique, c'est pas neutre. C'est-à-dire que j'ai monté 25 fois dans ma vie que quand le pouvoir de l'État augmente dans l'économie, quand le poids de l'État augmente dans l'économie, eh bien, le taux de croissance structurelle de l'économie baisse, parce que dans la partie étatique, il n'y a pas de création destructrice, il n'y a pas de faillite. Ce que l'on retrouve aussi très souvent, et vous pourrez le retrouver sur notre site, institutdeslibertés.org, c'est la corrélation parfaite entre le poids de l'État dans l'économie et la marge brute d'autofinancement des entreprises. Qui est à l'inverse. C'est-à-dire, plus l'État monte, plus la rentabilité des entreprises baisse. C'est inéluctable. Comme vous devez imaginer l'État comme une espèce de super siège social. Dans une entreprise, si le siège social où ils poussent des papiers partout, vous savez, c'est ce qu'ils font quand même. Paper pushing, oui. Ils poussent des papiers partout. Si le siège social double de poids, la rentabilité en dessous va baisser. C'est pas possible autrement. Si tout le monde commence à voyager en première, faire des lunchs qui n'en finissent pas au bureau, des soirées événementielles, et si on paye des tas de suite. gars qui, dans le fond, ne font rien, c'est ce que disait, Vraiment débordé, ce livre incroyable. Oui, absolument débordé, un livre qui n'a pas dû mal vieillir du tout, un pseudo était Zoé Shepard, qui était à l'époque à la mairie de Bordeaux, je crois, ou à la région. À la région. Et la première année, donc, on lui demande de faire un document, on lui râle dessus, on lui dit « Vous avez une semaine pour le changer », il fallait qu'elle passe Word de 10 à 12, oui, donc on lui donnait une semaine. La taille des caractères. Et à une fête de Noël, on lui dit « Voilà, cette année, on a beaucoup travaillé, mais ne vous en faites pas, l'année prochaine, le rythme sera moins soutenu. » Et la fille disait « Mais à part installer des lits dans les couloirs, je ne vois pas comment ça pourrait être moins soutenu. » C'est-à-dire que vous avez toute une série de gens aujourd'hui qui sont payés à ne rien faire, mais qui consomment et qui, dans le fond, pèsent sur ceux qui créent vraiment de la valeur. Et donc le PIB, vous ajoutez de la création de valeur à de la consommation de valeur. Et si vous ajoutez... Tiens, il ronfle, lui. Et donc, un exemple parfait que j'ai montré dans un autographique qu'on va vous montrer. Vous prenez, par exemple, le rapport des PIB entre la France et l'Allemagne. Tu l'as dans la tête ou tu veux le regarder ? Oui, je l'ai là. Vous prenez le rapport des PIB depuis 1994. Ça fait donc 30 ans. Il s'en est passé des choses depuis 30 ans. Et vous voyez que base 100, le ratio entre le PIB allemand et le PIB français tel qu'il est annoncé. Vous êtes à 100 en 1994, le ratio. Et en 2022, eh bien, vous êtes à 100. Donc, la croissance des PIB entre l'Allemagne et la France a été exactement la même. Et tout le monde nous dit, l'Allemagne est bien gérée, nous on est gérés comme des cochons.
les technocrates vous disent, mais qu'est-ce que vous racontez? On a eu exactement la même croissance que l'Allemagne. Mais vous prenez le rapport des productions industrielles, qui est vraiment une espèce de résumé du secteur privé, parce que pour des raisons historiques, l'État est sorti de la fabrication d'aciéries, etc. Bon. Bien, Bassant, en 1994, le même rapport entre la production industrielle allemande et la production française est aujourd'hui à 80, c'est-à-dire que l'Allemagne, sa production industrielle s'est développée d'à peu près 130%, et nous, elle est à plat, quoi, depuis la même période. Alors, comment un tel écart est-il possible? Ben, c'est simplement parce que la France, pendant ce temps-là, le PIB allemand est resté, le secteur public en Allemagne est resté à 40% du PIB sur toute la période, et nous, on est passé de 40 à 60. Donc, on a remplacé une partie importante du secteur privé par du secteur public. Et c'est ça la cause première de la fameuse désindustrialisation. C'est-à-dire que le secteur public est devenu tellement cher qu'aujourd'hui, la marge brute d'autofinancement, qui rentre dans le PIB, c'est-à-dire les profits des sociétés, allez, c'est pas vrai, mais c'est pareil. Donc la marge brute d'autofinancement est la plus basse en Europe, en France. Et elle est la plus basse historique qu'elle ait jamais été. C'est-à-dire que quand je vois ces crétins à l'Assemblée nationale qui m'expliquent que le problème, c'est les profits, et les dividendes, et qu'il faut taxer massivement les super-profits. Les super-profits. Alors, les profits sur les activités faites en France sont au plus bas historique par rapport au PIB depuis 70 ans. Alors, il est certain que 3 sociétés ont fait des profits absolument marginaux, remarquables, que sont LVMH. Pourquoi ? Les taux bas, ça a permis à LVMH... Et puis ils vendent pas en France. Hein. Ils vendent pas en France. Ils vendent aux Chinois. Exactement, donc déjà... Ou aux Chinois, ils ont fait que des efforts pour faire baisser le PIB étatique et faire monter le PIB privé. Voilà, donc la Chine et ensuite les pétrolières. Les pétrolières, on le sait, la crise ukrainienne a fait que, effectivement, plus le fait qu'il n'y ait pas eu de recherche, et on savait, enfin tu savais depuis très longtemps, depuis 2 ans, que les pétrolières allaient exploser à la hausse. Bien sûr, donc ils ont l'air de découvrir le petit Jésus dans la crèche, ces gens-là, alors que c'était très prévisible depuis longtemps. Vous en avez quelques-unes comme ça qui ont fait des profits superbes, mais les profits superbes faits par les sociétés cotées à Paris ont tous été faits en dehors de France. Il n'y a pas une société française qui a opéré en France, parce que la marge brute d'autofinancement que j'utilise dans tous mes calculs, c'est quelque chose sur les activités ayant lieu en France. C'est-à-dire que ça prendra aussi les sociétés étrangères qui ont des usines en France. Donc il est complètement crétin, en plus, de dire que c'est un profit qui aurait été fait, entre guillemets, sur le dos des travailleurs. C'est des profits qui ont été faits parce qu'il y a eu plus d'achats. À l'étranger, beaucoup. À l'étranger. À l'étranger. Et si on rien à voir avec le travailleur français. Rien à voir. Ben non, le travailleur français, il y en a quelques-uns qui sont dans les sièges sociaux, mais si on continue à casser les pieds à ces sociétés, rien ne leur interdit d'aller mettre leur siège social en Belgique, à Londres, ou n'importe où. En Italie, elles n'en ont rien à foutre. Et donc la première des choses, c'est qu'on se rend compte que cette histoire du PIB, ça permettait par exemple à M. Sarkozy de dire pendant la grande crise, on a beaucoup bien géré la crise que les autres, parce que nous, notre PIB a beaucoup moins baissé. Mais c'est ce que fait encore Bruno Le Maire. Il nous explique qu'avec le quoi qu'il en coûte, parce qu'ils ont injecté des milliards dans l'économie, 400 milliards, ce qui fait qu'effectivement, proportionnellement, on dit on tient notre PIB. Sauf que quand tu regardes en pratique, on a une balance commerciale de 164 milliards déficitaire. Voilà. Donc on tient rien du tout avec une balance commerciale déficitaire. Mais, tu prends ces 400 milliards, si tu as embauché plein de fonctionnaires, tu vas payer leur retraite en plus, donc c'est un coût très long, à 30 ans. Et donc ton PIB est stable, mais alors comment tu vois que c'est pas durable? Tu regardes parce qu'ils ont financé ça, pas avec des impôts, avec de la dette. Donc, qui est un impôt différé. Qui est un impôt différé, donc avec de la dette. Et donc ça veut dire qu'il n'y a pas eu création de richesse. Absolument pas. Et le PIB ne prend pas en compte le montant de dette qui a été nécessaire pour créer ce PIB. C'est ça, en véritable... presque la courbe de référence qu'il faudrait avoir en parallèle. Dès que tu vois un pays qui dit mon PIB va bien alors que l'économie n'a pas l'air d'aller très bien, il faudrait mettre la dette en parallèle. Il faut dire que la raison, c'est que vous êtes en train d'accumuler de la dette et que les gens ne sont pas fous. Et donc, il y a une hypothèse qu'on appelle l'hypothèse en économie du revenu constant, qui a été mise en lumière, buvons un coup par... Milton Friedman. Milton Friedman. Incroyable. Qui l'eût cru.
qui dit que les consommateurs sont pas idiots. S'ils commencent à voir l'État accumuler de la dette, ils vont baisser leur consommation parce qu'ils se disent « je vais en prendre plein la gueule dans quelques années ». Donc, ils vont faire monter leur taux d'épargne. Donc, en quelque sorte, ce que dit Milton Friedman, c'est assez justifié par les travaux qu'il avait faits, c'est qu'au fur et à mesure que l'État se met à dépenser de plus en plus, le type qui est pas bête se dit ben moi je vais dépenser de moins en moins, je vais faire monter mon taux d'épargne de façon à avoir une épargne importante quand ça va péter. Oui, mais alors à ce moment-là, que fait tout keynésien qui se respecte ? Il baisse les taux. Et c'est ce qu'ils ont fait avec une constance formidable. Jusqu'à temps de nous déclencher l'inflation qu'on voit aujourd'hui. Et voilà. Et qui d'ailleurs leur permet de continuer à emprunter en plus, puisque et c'est pour ça que votre fille est muette. Et c'est pour ça que votre fille est muette, exactement. Donc, ce qu'on essaye de dire, c'est que le PIB, c'est un machin qui a été monté de façon à suivre la gestion des pays, mais que le seul PIB qui aurait de l'intérêt, c'est le PIB du secteur privé. Évidemment. Donc, il faudrait faire un calcul du secteur privé. Alors, je t'annonce un truc intéressant, c'est que l'INSEE, jusqu'à il y a à peu près une vingtaine d'années, ou 30 ans, faisait un calcul du secteur privé, du PIB du secteur privé. Et on lui a dit, c'est pas une bonne idée. Et on lui a dit, c'est peut-être pas une idée. Enfin bref, on lui a dit, oui, il s'est dit tout seul, parce que c'est un repère de gaucho aussi, l'INSEE. Mais ben voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi ? À partir du moment où moi, j'ai pas d'informations sur le PIB du secteur privé, qu'est-ce que je peux faire ? Ben, j'essaye de regarder un certain nombre de graphiques. Donc le ratio... Alors, je vous ai dit, donc le PIB français et le PIB allemand étaient le même. Et puis ensuite, ben, vous faites le ratio de la dette, vous dites, ben, on va regarder ça tranquillement, on va regarder comment ça se passe, et que vous voyez, en 1990, ben, on était à peu près au même niveau sur la dette française et la dette allemande, en pourcentage du PIB, et aujourd'hui, ben, la France a une dette par rapport à son PIB qui est le double de celle de l'Allemagne. Donc on a cru, en fait... L'Allemagne, elle a vécu, elle consommait un peu moins que ce qu'elle produisait, c'est-à-dire qu'elle avait des excédents extérieurs et puis qu'elle remboursait une partie de sa dette. Et puis nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a subventionné la consommation avec de la dette et on a dépensé plus, ce qui fait qu'on a eu un déficit extérieur. Il faut savoir qu'en 1990, on avait des excédents vis-à-vis de l'Allemagne et qu'on les a plus. Donc, on a vendu le futur pour un plat de lentilles, quoi, pour gagner les élections jusqu'à la semaine prochaine. C'est-à-dire que c'est pas on a, ils ont, et pour leur passage à eux, c'est-à-dire parce on est vraiment dans un système d'après-moi le déluge. Exactement, après-moi le déluge, mais ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'ils donnent, et c'est un truc que je voudrais dire qui ne s'applique pas qu'à l'économie, c'est qu'il y a toute une série de gens qui s'appuient sur, mettons, la science ou la connaissance, moi je sais mieux que vous, la science, pour faire des politiques idiotes. L'exemple parfait, ça a été quand même le Covid, quoi. Et il y en a un autre qui est aussi en train de... On va se rendre compte que c'est un désastre assez rapidement aussi. C'est toute cette histoire de réchauffement atmosphérique. Les gens commencent à gueuler. Bon, c'est exactement la même chose. Donc il y a des gars qui arrivent qui disent « Moi, je suis la science ». Et donc, je vous dis qu'au nom de la science, il n'y a pas d'alternative. Et en fait, l'outil qu'ils utilisent pour faire leur démonstration est faux. Et donc, les gens aujourd'hui se mettent à se méfier de la science. Ce qui est quand même étonnant. Et ce que j'essaie de dire, c'est méfiez-vous du gars qui utilise l'argument d'autorité. Moi, regardez, le PIB est monté, disait Sarkozy, donc je gère bien. Mais personne ne posait la question, dites votre PIB, là, c'est comment vous l'avez calculé, comment est-il monté, et comment a-t-il été financé ? Et bien ça, on ne dit jamais cette question. Donc la deuxième chose, c'est de voir que la dette française explose, alors que la dette allemande, ils essayent de la rembourser. Et l'exemple que j'ai mis dans le dernier papier que j'ai fait, là, ben, c'était de montrer la dette française et la dette suédoise, quoi. Oui. C'était extraordinaire, parce que la Suède, elle a fait faillite en 92. C'est le moment où ils ont fait ces réformes sur l'éducation, d'ailleurs. Et bien, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, ils sont passés d'une dette très élevée, ils ont 30% de dette, et la production industrielle est montée, leur a baissé, leur marché des actions est plus monté que le nôtre. Donc, on voit bien que cet argument du PIB, c'est une saloperie intellectuelle, c'est un outil de manipulation. C'est-à-dire que c'est un outil qui a été développé comme un outil scientifique et qui est devenu un outil de manipulation pour permettre aux salopards étatiques, au capitalisme de connivence,
de prospérer. Oui, parce que les gens, comme ça, quand tu le fais rapidement... Alors, attends, parce qu'ils ont le PIB, et du coup, ils corrèlent ça avec un taux de chômage. Qu'est-ce qu'ils font, pareil ? Ils font bouger, d'abord, ils font sortir des gens des registres, ça, petit classique, et parallèlement, comme ils embauchent plein de fonctionnaires, ils disent... Il y a eu création d'emplois, mais il y a eu création d'emplois rien du tout, puisqu'il n'y a pas de valeur et que ça n'est qu'une redistribution. Il est certain Ils prennent de l'argent au secteur privé pour le donner à la redistribution au secteur public. Voilà. Et c'est pas parce que tu mets 8000 personnes dans un champ à creuser avec des cuillères que tu as eu une création de valeur, alors que tu aurais pu le faire avec un gars qui faisait ça avec une pelleteuse. Exactement. Et au contraire, c'est exactement le contraire. Donc ça mène à une baisse de la productivité, à une baisse du niveau de vie. Et le truc extraordinaire, c'est que logiquement, autrefois, quand les Français faisaient ça, par exemple, prenons quand ce qui s'est passé en 81, quand Mitterrand est arrivé, il a commencé à faire n'importe quoi, déficit budgétaire, enfin bref, on y allait, impression folle, contrôle d'échange, enfin il y avait toutes les bêtises, il n'y en avait pas une qui manquait. Le franc français s'est pété la gueule comme pas possible. Mm-hmm. On est passé de 2,50 à 3,50, je crois, au Deutschmark. Le Deutschmark est monté beaucoup. Ben, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? C'est que le français s'est pété beaucoup de la gueule. Du coup, aussi paradoxal que ça paraisse, ça a protégé la rentabilité des entreprises. Oui. Parce que, du coup, les Allemands pouvaient vendre moins, puisque les Français pouvaient acheter moins, etc. Bon. Et alors, quelle est la parade qu'ils ont trouvée? Ça a été l'euro. Eh oui. Parce que si on bloquait le taux de change vis-à-vis de l'Allemagne avec la France, on pouvait bénéficier des taux d'intérêt très bas. Il n'y avait pas la sanction du commerce extérieur. Et donc, l'euro a été inventé des fois par des fonctionnaires pour protéger leur prise de contrôle de l'économie de la part, ce qui n'était pas possible s'il y avait eu des prix de marché sur le taux de change. Voilà. Donc, l'euro, ça n'est qu'une saloperie technocratique pour permettre aux technocrates de continuer à nous ruiner, de continuer à s'en foutre plein les poches, en pillant, comme ils l'ont fait avec Alstom, etc. Donc, on voit bien que derrière ça, il y a une vraie tentative de dire, mais laissez-nous faire, nous on sait ce qu'on fait, regardez, le PIB monte, on a des modèles, on a des modèles économétriques qui nous expliquent que, et c'est du pipeau absolu. C'est le voleur qui vous explique que, dans le fond, en vous volant, il vous enrichit. Et là, est-ce que tu penses quand même... donc, on a vu Bruno Le Maire, cette semaine, nous expliquer qu'ils allaient juguler l'inflation sur les produits alimentaires d'ici à la rentrée. Je pense que, comme moi, tu penses que ça n'est pas faisable, sauf à monter très haut les taux d'intérêt pour empêcher que l'inflation continue. Alors, si les taux d'intérêt, ils vont tuer le secteur privé. Le secteur public, il s'en fout, il va continuer à emprunter, puisqu'il peut emprunter jusqu'à la fin des temps. Oui et non, parce que... Il y a un moment où on ne prêtera plus à la France, mais ça, c'est un autre... Mais tant qu'ils peuvent emprunter, ils s'en foutent. Donc, au fur et à mesure, ils créent une situation intenable. C'est ça qu'on dit, ils ont créé de l'inflation. Maintenant, pour juguler cette inflation, qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent? Il faut qu'ils montent les taux d'intérêt au-dessus du taux de croissance. Alors, c'est pas tellement compliqué parce que notre croissance, elle est à quoi? 0,9? 0,9, oui. Mais déjà, si on met les taux d'intérêt à 3, mais à ce moment-là, les gars dans le secteur privé dont la croissance devient négative, ils sautent tous. Les faillites en France sont à un plus haut historique aussi. On a fait plus de faillites que... Alors, et donc, tu punis le secteur privé des crimes qu'a commis le secteur public. Voilà. Et c'est ça leur façon de lutter contre l'inflation. C'est débile. La seule façon de lutter contre l'inflation, ce serait d'augmenter l'offre, c'est-à-dire de sortir l'État tous les endroits où il emmerde tout le monde. Dans l'éducation, dans l'agriculture, dans les... Mais pas du tout. Eux, ils disent la façon, c'est que maintenant, on fasse monter les taux d'intérêt, il y aura plus de faillites, ce qui fait qu'il y aura plus en plus de gens à prendre dans le secteur privé pour aller les mettre dans des faux boulots dans le secteur public. C'est l'Union soviétique. Cela dit, d'un autre côté, pour les bancaires, ils sont obligés de remonter les taux d'intérêt un petit peu, parce qu'elles vont sauter sinon, elles sont dans un état de grande fragilité. Elles sont dans un état de grande fragilité. Et il y a le président d'une des grandes banques françaises qui vient de prendre sa retraite, enfin, qui est arrivé à la fin de son mandat, qu'on a nommé quelque part ailleurs, d'ailleurs, important, je ne sais plus quel boulot. Sur les 10 ou 12 ans qu'a duré le mandat de ce brave homme, ou 15 ans, je ne sais plus, le cours de bourse de son action a baissé de 90%. J'espère qu'il a eu des
Je pense qu'il a dû être nommé au même comité que Mme Mandelot-Vergeon. Voilà, c'est ça. Le comité des gens qui ont rendu service à la France. Qui ont rendu service à la France et qui... écoute, alors si maintenant on est aussi obligé de faire un bon travail, monsieur... Mais voilà, mais ce qui est extraordinaire, c'est que cette élite, elle a quand même quelque chose qui n'existe pas dans les autres élites. Autrefois, c'est... Il n'y a pas d'obligation de résultat chez eux, à peine de moyens. Il n'y a pas de... Ils ont de moyens, ils en prennent tant que tu veux, mais s'ils se plantent, ils sont promus. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune sanction de l'échec. Ce qui est étonnant dans toute cette classe qui dirige la France, c'est que les échecs ne sont jamais sanctionnés. Jamais. Et donc, c'est exactement le contraire. Tu maintiens en vie les diplodocus. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de darwinisme chez le fonctionnaire énarque. Rien. Il n'y a pas de... Alors là, il n'y a pas de destruction créatrice. Et on peut le voir encore. Bon, reprenons l'historique. On a Madame Bachelot qui nous fait la crise H1N1, qui à l'époque surcommande les masques, fait absolument n'importe quoi, avec un rapport, le DAF va ouvrir la porte, avec un rapport au laboratoire qui était quand même un peu clivant, sachant qu'elle avait des historiques avec les 10 laboratoires. Oui, tu peux ouvrir, vas-y. Et l'autre chose, après, tu peux te dire, Madame Buzyn, on a un petit peu le même genre de choses, mais elle, avec une impréparation du coup. Oui. Et on se retrouve aujourd'hui avec Madame Buzyn qui est convoquée par je sais plus quel tribunal, un truc de sanction. Elle n'y est pas allée. C'est-à-dire que là, on n'en est même plus on est à ne pas répondre de ses actions devant autrui, quoi. Mais ça me rappelle, si tu veux, autrefois, sous l'Ancien Régime, y avait un tribunal pour les manants, toi et moi, et puis il y avait des gens qui avaient des tribunaux spéciaux, la noblesse et le clergé, et ils ne répondaient pas aux convocations de ces tribunaux-là, tu vois. Mais il y a plein d'organismes intermédiaires, du reste, qui ne répondent pas, il paraît, à d'autres organismes en disant non, vous n'êtes pas mon chef. Non, je n'ai pas de chef. Il y a eu aussi toute une série dans ce monde. J'ai été à une conférence du maire de Cannes, là, David Lisnard. Là. Je ne sais pas si on dit Lisnard ou Linard. Lisnard, je crois. Lisnard. Mais non, c'est un L. C'est écrit L-I-S-N-A-R-D. Lisnard, David Lisnard. Il faut prononcer, paraît-il, le S. Il y a des gens qui m'ont signalé sur le site. Lisnard, on dit. Eh bien, il dit que l'État s'est déchargé d'un certain nombre de fonctions dans des espèces de machins autonomes. Voilà, c'est ça. Qui ne répondent devant rien ni personne. Mais rien ni personne, qui sont je dis pas hors la loi, mais hors de tout contrôle. Voilà. Donc, si en tant que maire, il leur dit, voilà, j'aimerais que ce rond-point... Ah ben non, vous n'êtes pas notre chef. Voilà, s'il racontait l'histoire, donc il a transformé tout le vieux centre de Cannes, il a dépensé, il l'a complètement rénové, il paraît que c'est magnifique maintenant. Et il y a une espèce d'organisme, machin comme ça, je sais pas, un truc écolo. Un organisme tutélaire qui ne répond vaguement qu'à Paris, qui n'a rien à voir avec Cannes, qui a dit que les réverbères devaient être ces réverbères-là et pas d'autres. Ils ont choisi le réverbère. Ils n'ont rien fait, ils s'en servent à rien, mais ils sont autorisés à décider ou bien d'empêcher tel ou tel développement écologique avec des miroirs magiques. Donc, il y a toute une série de gens comme ça qui sont des espèces de trucs en dehors, qui sont en quelque sorte dans l'État, qui te empêchent de faire ceci, empêchent de faire cela, et qui ne répondent ni à rien ni à personne, et que personne ne contrôle. Et on ne contrôle pas leur emploi, on ne contrôle pas leurs résultats, on ne contrôle pas leur... Mais par contre, ils peuvent vous empêcher de faire. Et là aussi, c'est une dérive de la démocratie incroyable, c'est-à-dire que il y a une série de ces gars qui ne répondent qu'à des NGO, qui par exemple, l'Organisation mondiale de la santé, dont aujourd'hui 40% du budget est couvert par le patron de Microsoft, enfin le propriétaire Bill Gates, puis d'autres, etc. Aujourd'hui, eh bien, on est en train d'envisager de laisser à l'OMS, il y a un traité qui est en négociation, ce traité, la France veut le signer, c'est l'OMS qui décidera quand il y a une pandémie en France. Et à la limite, les mesures qu'il faut prendre. Mais tu te rends compte, cette espèce de perte de souveraineté sur la façon... Regarde, à ce moment-là, si la Suède avait signé ce traité, ils auraient été obligés d'enfermer tout le monde et ils auraient eu beaucoup plus de morts. J'aimerais juste dire un truc, c'est que ça faisait quand même peut-être 6 siècles qu'on n'avait pas eu de pandémie.
Et donc, ils en prévoient beaucoup, là, parce que on a eu un Covid, mais j'espère qu'on ne va pas avoir des Covid tous les 4 ans. Hein. Le Covid, on se rend compte, on commence à voir sortir tous les effets négatifs. On n'en a pas parlé ici, parce qu'on voulait vous continuer à vous parler. Hein. Faut dire les choses telles qu'elles sont. Donc, on a été très prudent sur le Covid, mais maintenant, les choses commencent à sortir de plus en plus. Il y a un nombre dans les statistiques de la mortalité, vous avez une catégorie qui est mort inexplicable. C'est le mort inexplicable, c'est en train d'exploser au Canada, en France, en Italie, partout ça augmente. Et il n'y a aucune enquête qui est faite sur ce truc-là. C'est-à-dire qu'on a d'un seul coup des gens qui meurent, on ne comprend pas très bien pourquoi, de 30 ans en faisant du sport sur un terrain ou n'importe quoi. Et donc moi j'en arrive à me demander, je vais faire un gros... On a eu une pandémie... Et on a trouvé assez rapidement un vaccin. Je me demande si on n'a pas eu le vaccin avant la pandémie. C'est-à-dire que est-ce qu'on nous a pas organisé la pandémie ? Tu serais pas un petit peu complotiste ? Je trouve que la rapidité de trucs, et puis par exemple, Bill Gates avait fait toute une série de simulations il y a quelques années, ce qu'il fallait faire en cas de pandémie. C'est-à-dire nous informer, faire un vaccin. Et qu'est-ce que fait Bill Gates maintenant ? Dans quoi il investit une grosse partie de son argent ? Dans les vaccins. C'est quand même... Enfin, il y a des trucs qui me gênent, moi, voilà, comme oui, ça. Voilà, ce que je veux dire, c'est que bon, l'État, c'est ce qui a le monopole de la violence légitime. C'est-à-dire qu'il vous empêche... Il y a des endroits qui ne peuvent pas être réglés par le marché. Je sais pas, la police, la justice, bon, la diplomatie, la guerre, c'est pas le marché. Et donc, on laisse à l'État la possibilité... de dire, là, vous n'interviendrez pas, le marché n'interviendra pas. Bon, très bien. Mais dans la fourniture de soins de santé, ce que disait David Isnard aussi, qui était quand même très bien, c'est qu'il disait que lui, il y a 30 ans, les hôpitaux partout en France étaient gérés par les élus locaux et les patrons de médecine. Il dit, aujourd'hui, depuis Juppé, c'est géré par une école spéciale qui a une espèce de sous-ENA, quoi. Et du coup, il n'y a plus d'élus locaux et il n'y a plus de patrons. C'est géré que par des fonctionnaires, des petits hommes gris. Et les hôpitaux, la médecine française est en train de s'écrouler. Aujourd'hui, il y a par contre 35% de personnel administratif de plus qui servent à rien, si ce n'est à faire défiler des coups de tampon. Et donc, on ne peut pas s'empêcher de penser, mais les hôpitaux, ça serait beaucoup mieux si c'était à nouveau sous le contrôle des patrons de médecine et des élus locaux, parce qu'ils ont intérêt à ce que l'hôpital local marche, les deux. Oui. Alors, je voudrais te faire revenir rapidement, avant de conclure, sur la dette. La dette étatique dont on a parlé tout à l'heure, puisqu'elle sert à faire croître ce PIB artificiel du public. Beaucoup de gens parlent souvent, que ce soit surtout à gauche du reste, de faire défaut sur la dette. Et certains disent... Alors, tu leur réponds en général, oui, mais si on fait défaut, ce sont vos assurances-vie, puisque toutes les assurances-vie et toutes les épargnes françaises ont été placées par vos gestionnaires de toutes vos banques en obligations d'État françaises. Est-ce que, je me posais la question, il y aurait moyen, un peu comme les porteurs d'obligations pour des sociétés, il y aurait des porteurs de titre A, des porteurs de titre B, de faire défaut sur la dette étrangère, entre guillemets, et de ne pas faire défaut sur la dette intérieure ? Enfin, sur la dette des porteurs intérieurs. D'avoir deux porteurs de dette. Dans tous les prospectus de la dette, etc., c'est formellement interdit. C'est-à-dire que... Je connaissais la réponse, mais je voulais dire... C'est un petit peu comme si tu disais, vous savez quoi, on a émis des billets, mais les seuls billets qui sont valables, c'est les billets que détiennent les Français, et les billets qui sont à l'étranger, ils valent rien. Donc si on fait défaut sur la dette, on fait défaut sur vos retraites. On fait défaut sur vos retraites, on fait défaut... Toutes vos compagnies d'assurance cessent de pouvoir vous assurer pour l'incendie, votre assurance sur la vie ne vaut plus rien, etc. Donc, c'est un des miracles de la comptabilité en partie double, c'est que vous pouvez faire défaut sur la dette, mais la dette française, qui est un passif pour la France, est un actif pour toute une série de gens. Et donc, si vous faites défaut ici, vous ruinez tous les gars à droite. Et donc, tous les gars à droite, c'est pas des Chinois. C'est pas des Chinois, il y en a quelques-uns des Chinois, mais vous avez des Qataris, mais vous avez aussi, tenez, je suis persuadé que là, les gens qui nous écoutent, je crois que dans les assurances vie françaises, détenues par le petit épargnant qui cherche à avoir une épargne pour la fin de sa vie, ça doit être quelque chose comme
1200 ou 1300 milliards d'euros qui sont détenus par Madame Dupont à Carpentras, quoi. La fameuse veuve de Carpentras. La fameuse veuve de Carpentras, qui se retrouvera veuve et sans ressources. Et donc, à ce moment, on dit, ça n'a aucune importance, c'est nous qui paierons l'État directement. Ah oui, mais ça refait de la dette. Mais c'est-à-dire que vous faites d'une dette qui est officielle à une dette qui est donc non officielle. C'est que, par exemple, la dette que l'État français a pour le paiement des retraites de tous les fonctionnaires qu'elle a embauchés et qu'elle a payés pendant des années, c'est hors bilan. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'elle est, vous la mettez ailleurs qu'elle n'existe plus. Non. C'est que vous cessez de la mesurer, ce qui est une autre imbécilité. Ça, c'est le principe de je ne prends pas la balayette quand je balaye et je le mets sous le tapis, et on le sait, ça reste quand même là. Hein, ça reste, on sait que c'est là. Donc, c'est très embêtant tout ça. C'est que ce que je veux dire, je vais dire une notion que je n'ai pas encore expliquée ici, mais sur laquelle je travaille en ce moment. Dans le fond, l'économie, c'est un système qui fonctionne pour échanger des biens contre des biens. Des voitures contre des avions, etc. Bon, tout le monde comprend, c'est un truc comme ça. Et sur cette espèce de système de production de l'économie, vous avez un autre truc qui s'est monté, qui est un système... operating system, comment on dit déjà ? Un système d'exploitation. Un système d'exploitation qui est la monnaie. Et donc, vous avez donc ce machin en dessous, la monnaie qui permet à ce système de fonctionner. Donc, vous pouvez avoir 3 maladies. Vous pouvez avoir, il y a l'autre andouille qui n'est pas content, il y a parce qu'il y a quelqu'un. Donc, je continue, malgré le chien qui bat, j'espère que vous ne serez pas trop troublés. Donc, vous pouvez avoir des maladies dans le système réel de l'économie. C'est la hausse des impôts, c'est le protectionnisme, c'est la réglementation qui empêche de faire toute une série de maladies qui peuvent empêcher le système de croître. Et puis, vous avez comment on monétarise cette activité réelle avec un système au-dessus qui est le système monétaire. Bon. D'accord. Tu peux avoir des maladies dans le système réel, je dis encore une fois le protectionnisme, l'augmentation des impôts, les réglementations, une guerre, tout ça, ça disloque beaucoup le système réel. Et puis tu as au-dessus le système financier. Donc tu peux avoir des maladies qui viennent du système réel, des maladies qui viennent dans le système financier. Mais aujourd'hui, les maladies qu'on a dans le système financier, c'est que l'État a beaucoup trop émis de dettes. Oui. Et donc, il y a toute une série de valeurs des obligations qui a été créée qui ne correspond pas à une valeur qui a été créée par le système d'en dessous. Et donc, la question qu'on fait, c'est maintenant comment on retourne à l'adéquation des deux. Mm-hmm. Et c'est pas en détruisant de la valeur qui va tuer le système en dessous que tu vas régler le problème. La seule façon de régler le problème, c'est que l'État cesse de créer de la dette et commence à la rembourser. Le problème, c'est qu'il n'a pas l'air du tout d'en prendre le chemin. Pas du tout. On a vu là une augmentation absolument constante, et je ne vois pas avec la balance commerciale actuelle et la balance commerciale actuelle, par exemple, si la moitié et le poids de l'État dans l'économie regarde, prends la balance commerciale. Tu m'as dit 140 milliards ou je sais pas 164 milliards de dettes. On n'a jamais été aussi. On n'a jamais été. Bon, maintenant, les taux d'intérêt réels sont au-dessus du taux de croissance. Donc on est dans une trappe à dette. On est dans une trappe à dette. Mais alors, comme 50% de cette dette est détenue, il va y avoir 50% des paiements de la dette qui vont aller à l'étranger. De fait. Et ça veut dire que la balance commerciale va continuer à se détériorer, puisque ça vient automatiquement. Donc aujourd'hui, on est dans une période... Il faudrait qu'on la quadruple pour arriver à... Il faudrait que le taux de croissance passe au-dessus. Mais c'est même pas possible. Donc aujourd'hui, si j'ai fait le dernier papier que j'ai fait dans l'Institut des Libertés, c'est de dire pour la première fois de ma carrière, je regarde l'état de la France aujourd'hui et je vois un grand trou noir. C'est-à-dire que je ne comprends pas... D'où peut venir l'espoir ? Il n'y a plus de solution logique. C'est-à-dire, on peut penser que l'une solution, ce serait de supprimer la dette. Mais c'est complètement idiot. C'est-à-dire que j'arrive à un moment, pour la première fois de ma carrière... Si on la supprime, on va désespérer Billancourt, là. À ce moment-là, peut-être arriver à un effondrement du niveau de vie, puis les types qui nous ont prêté pendant 20 ans... Ils ne plaideront plus pendant un siècle. Pendant un grand moment. Regarde les emprunts russes, ça a pris du temps, quand même. Ça a pris du temps. Donc, quelque part, aujourd'hui, on arrive... C'était un système... C'est pas difficile. Si ton PIB croît de 3% par an et que ta dette est de 2% par an et les taux d'intérêt sont à 2, t'as aucun problème de dette. Mais si ton PIB,
en particulier le secteur privé, est à 0, ce qui est le cas pour la France, et que la dette est à 3%, si tu développes ta dette à 3% par an et ton PIB à 0, ben, si tu veux, il y a une exponentielle contre un truc plat, et tu peux pas ne pas faire faillite. Bien sûr. Et donc, ce que je dis aux gens, c'est qu'aujourd'hui, ce qui est à peu près certain pour la France, je peux pas connaître le temps qu'il faudra, mais ce qui est à peu près certain, c'est qu'aujourd'hui, nous arrivons en faillite, c'est ce que j'appelle le trou noir. Et je ne sais pas, il n'y a pas de moyen, pour une société, c'est facile de régler la faillite, il y a un droit de la faillite, etc., mais il n'y a pas de droit de la faillite pour des États. Non. Donc, si tu veux, j'arrive aujourd'hui à un moment dans ma vie où je me dis, il va se passer des tas de choses, mais on est sorti du domaine de la logique pour rentrer dans le domaine de l'émotionnel. Et donc, comment tu règles quand il n'y a plus de logique, je ne sais pas. Je suis vraiment dans une période de grande incertitude. Voilà, écoutez, sur cette note d'espoir... C'est pas une note d'espoir, ça veut dire que l'imbécilité qui nous gouverne depuis 40 ans arrive à sa fin. Donc, c'est comme si vous m'aviez dit en Russie, pendant les années Brejnev, que j'avais dit ça va sauter. Et bon, ça a sauté, ça a pris un peu plus de temps que prévu, mais on ne me fait pas croire que la chute du mur de Berlin a été une mauvaise nouvelle. Oui. Ça a été une mauvaise nouvelle pour ceux pour les communistes. Et comme disait Gaspard Proust, on a vu assez peu de personnes du reste passer de l'ouest à l'est à ce moment-là, oui. Quand le mur a sauté. Parce que quand les gens nous expliquent que le communisme c'était la panacée, voilà, puis on a quand même vu assez peu de personnes passer à ce moment-là en se disant ouais, le mur est tombé, je passe de l'ouest à l'est. Exactement. Non, ben ça voilà. s'est fait dans l'autre sens. Alors je voulais aussi vous signaler que vous avez beaucoup d'entre vous, 250, ont souscrit à Conflit. Et c'était une très bonne nouvelle. Celui-ci, c'est sur l'Afrique, etc. Donc, continuez à essayer de vous inscrire. Voilà, celui de ce mois-ci, c'est sur quelque part l'impact désormais de la Russie sur l'Afrique. Et on sait aussi que la Chine est sur le terrain activement. Et donc c'est une très bonne revue. Continuez à vous abonner. C'est parce que plus vous vous abonnerez, plus vous aurez de gens intelligents qui sont capables. De toute façon, écoute, on est dans une période aujourd'hui qui demande d'avoir une vision géopolitique. Voilà. Je ne vois pas comment tu peux comprendre, comment tu peux rester simplement sur une qualification française pour ta culture personnelle. Voilà, aujourd'hui, le monde tel qu'il se développe, c'est pas un monde qui sera facile à comprendre. C'est un monde. D'ailleurs, on a fait une excellente émission avec Hervé Juvin et Xavier Roffer. Voilà, que vous avez été nombreux à commenter et on a eu que des commentaires extrêmement élogieux. Et je dois dire que cette émission est de très haute valeur ajoutée et je suis ravie parce que vraiment cette discussion que vous avez eue à trois avec Xavier Roffer qui apporte toute sa compétence de criminologue, quelque part sa vision de la Chine, qui connaît très bien aussi l'Arabie Saoudite, et Hervé Juvin et les États-Unis, Hervé Juvin qui lui-même en tant que député européen est aussi homme d'affaires et qui connaît très bien l'Inde, qui connaît bien l'Afrique aussi, il a passé du temps, donc voilà. Et la tienne, ça fait vraiment un melting pot de vos compétences et vraiment c'était formidable. Et c'est en lisant des choses comme Conflit justement qu'on continue à entretenir notre cerveau. Voilà. Donc, écoutez, merci de nous suivre à nouveau. N'hésitez pas, si vous avez quelque chose à gauche, à vous abonner à la revue Conflit, parce que vous ne le regretterez pas. C'est vraiment, c'est toujours agréable même de recevoir un magazine. Puis, vous inquiétez pas, vos voisins seront pas au courant, il est sous blister. Voilà, l'État français ne sera pas au courant parce que nous n'avons toujours pas de publicité. Hein. J'avais un copain qui avait fait ça et qui avait abonné un type qu'il aimait pas à Tétu, mais pas sous blister, c'est-à-dire qu'il le recevait à l'époque où, tu sais, ça se faisait vraiment pas, c'était mal vu. Voilà, c'était des blagues drôles. Voilà, écoutez, merci encore de nous avoir suivis. On vous dit à la semaine prochaine. Pardon pour cette émission un petit peu dissipée avec notre DAF préféré qui est allé... Non, il était pas sage, il se léchait, il ronflait, ensuite il est allé aboyer sur... Il va savoir que tu vas l'abandonner pendant quelques jours. Voilà, oui, je vais l'abandonner parce que je pars en Angleterre quelques jours. Voilà, c'est horrible, il va être tout seul avec son grand-père et sa grand-mère. Merci beaucoup. Envoyez-lui moult croquettes. Voilà, merci de nous avoir suivis et on vous dit à la semaine prochaine. Merci. Merci.